Voilà, je vais commencer à partir de maintenant l'enregistrement. Bonsoir tout le monde. Nous sommes aujourd'hui le, euh, le 31 mars et nous sommes dans le mois de la francophonie. Nous célébrons avec Alexandre e-Learning Club la francophonie, la fête de la francophonie. Et nous avons aussi, vient d'entrer la vice-présidente de l'université française, professeur Dima El Hosseini. Bienvenue, professeur Dima. Et vraiment, et professeur Nivine Megued aussi, elle vient d'entrer. Nous célébrons aujourd'hui la francophonie avec la présence de Réseau Tartawi, avec la présence du professeur éminente, professeur Mona Safen et professeur Assam Abdel Fattah. Bien sûr, nous sommes sur le lien de Alexandre e-Learning Club qui a été inauguré le 25 mars l'année dernière, 2020. Et ce club-là se trouve à l'Institut des études de linguistique et de traduction. C'est l'institut pour les doctorants, les personnes qui veulent faire des masters et des diplômes de traduction et de linguistique à Alexandrie. Excusez-moi. Nous avons un petit email universitaire. Alors, si vous avez des suggestions, ça va nous faire un grand plaisir. Ce club qui a été créé le 25 mars 2020 avec l'arrivée de Madame la Corona. Alors, nous avons essayé de faire plusieurs axes pour l'apprentissage à distance, la traduction et la linguistique, cinéma, littérature et bien sûr la littérature. Aujourd'hui, notre rencontre avec le professeur éminent Dr. Essam Abdel Fattah. Notre cher professeur, il va nous parler aujourd'hui à propos de la déconstruction chez Jacques Derrida. Bien sûr, comprendre Derrida n'est pas une question facile, mais on va le découvrir. Déjà, docteur Mona Sarfen nous a donné cette occasion avec le réseau des chercheurs de postmodernisme, de réseau Tartawi. Alors, je vous invite, cher professeur Mona, de parler, de dire un petit résumé à propos de votre club, votre réseau, s'il vous plaît. Je m'excuse, je n'ai rien préparé, mais je peux parler un peu de mon réseau, pas mon réseau, notre réseau. Ce réseau de chercheurs a été créé en 2016 et s'intéresse surtout aux études sur le postmodernisme. Qu'est-ce que le postmodernisme? On peut dire c'est le moment de la critique de la pensée moderne, c'est-à-dire un moment où toutes les grandes idées, tout le projet de la modernité occidentale a été critiqué, la notion de vérité, la notion de finalité de l'histoire, la notion de universel, tout a été remis, si vous voulez, posé en question. Postmodernisme, pour l'étudier, il fallait encore, bien sûr, étudier le modernisme. La postmodernité se définit par rapport à la modernité comme son moment critique. Et au fur et à mesure que nous avons travaillé, on découvre petit à petit qu'on s'intéresse beaucoup aussi à la modernité arabe. Je veux dire la modernité, notamment la modernité égyptienne. Alors, on a pensé ensemble de travailler, de changer le thème et la thématique du réseau vers les modernités au pluriel. La modernité occidentale, notamment française, la modernité arabe
et notamment égyptienne, c'est-à-dire deux modernités qui passent par une crise, définie comme une crise de la pensée moderne, et la modernité égyptienne, est-ce que c'est un projet qui a échoué ou bien est-ce que c'est un projet qui vit une crise qu'on peut dépasser? Alors, il y a tout un travail à faire sur le rapport à l'autre, tout un travail à faire sur cette crise qui a duré 2 siècles. 2 siècles, on essaye de se définir par rapport à l'Europe. 2 siècles, on pense tout le temps en termes de dichotomie, moi, l'autre, Occident, Orient, religion, laïcité, État moderne, État pas très moderne, enfin, alors, enfin, nous nous sommes mis d'accord à changer le thème du réseau vers les modernités au pluriel, pensée, représentation, problématique, et dans tous les domaines, c'est-à-dire dans le domaine de la pensée, dans le domaine de la littérature, des arts. Enfin, c'est un petit mot que je n'avais pas préparé, excusez-moi, mais enfin. C'est très bien. Merci, cher professeur Mona Safen. Alors, il faut dire aujourd'hui que avec la collaboration de Réseau Tartawi, des chercheurs de Tartawi et nous-mêmes, Alexandria e-Learning Club, nous avons l'honneur d'accueillir notre professeur pour la troisième fois, professeur Essam Abdel Fattah, dont le thème est le sujet de cette séance, c'est la déconstruction chez Derrida. Il faut avouer que Dr Mona Safen, professeur émérite de la littérature française et sciences humaines, département de langue et de littérature française, faculté de lettres, université de Haïlouane, nous a fait l'honneur de présenter son réseau. Et là, vraiment, j'invite tout le monde à collaborer avec ce réseau vraiment très actif. Bien sûr, notre chevalier dans l'ordre des palmes académiques, professeur Essam, nous fait aussi l'honneur aujourd'hui et il va nous faire découvrir Derrida. Professeur Essam, avec toute la courtoisie du monde, il présente avec simplicité tout ce qui est compliqué, soit dans la linguistique, soit dans la philosophie, dans la littérature. Alors, j'ai eu l'honneur d'apprendre la philosophie, d'apprendre la linguistique, des idées, on a discuté. Alors aujourd'hui, j'ai suivi aussi ces formations aussi. Alors aujourd'hui, je suis honorée de l'accueillir pour nous présenter Derrida. Alors, je vous invite, cher professeur, de prendre la parole parce que je sais que vous devez filer pour aller à l'aéroport. Alors, merci pour votre temps précieux et votre, Inch'Allah, intervention. Oui, cher professeur. Docteur Aïssa. Je vais arrêter mon écran. Blanche. Et j'aimerais bien vous dire une chose, c'est vraiment, est-ce que... non, on n'a pas entendu, cher professeur. On a perdu votre voix, non. Vous m'entendez? Malheureusement. Maintenant, oui, mais au début, on ne vous voit pas. Bien? Oui, est-ce que vous pouvez ouvrir votre caméra? Vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, maintenant, oui, mais oui, on ne vous voit pas. On vous entend, mais on ne vous voit pas. Ça va? Vous m'entendez? Oui, cher professeur. Oui. Mais on ne vous voit pas. Oui. On a perdu la connexion.
Alors, je vais profiter de dire le bonjour à tout le monde. Je suis vraiment très contente par la présence de Dr. Salwa Chokri, Dr. Nivine Megid, Dr. Mona Labib. Vraiment, vous nous faites un grand honneur, Dr. Dina Shafa'i, Dr. Aghed Saber et nos chers étudiants. Même, je vois nos amis de l'Algérie. Euh, alors, s'il vous plaît, je vous invite, en attendant, Monsieur Assam, d'écrire votre nom sur vos icônes, vos vrais noms. Parce que je vois des Oui, galaxies A51 et ainsi de suite, et de vous présenter dans le chat box, dans la boîte à converser. Et oui, Monsieur Assam, on vous entend et on vous voit maintenant. Oui. oui, très bien. Eh bien, je suis honoré de votre présence. Vraiment, je suis très honoré d'assister pour la première fois de faire cette intervention. Et comme je vous rappelle que moi, j'ai déjà fait une intervention sur Derrida en arabe. Et ce soir, puisqu'on célèbre la journée de la francophonie, j'aimerais bien aussi peut-être présenter une suite de mon intervention ou bien récapituler un petit peu ce que j'ai dit, mais en français. En effet, c'est que j'aimerais bien vous dire une chose, c'est mon intérêt vraiment pour Derrida, particulièrement pour Derrida, c'est que, disons que ce travail a pour origine des recherches philosophico-sémantiques que j'ai menées sur une théorie, sur une notion philosophique, et cette notion est considérée vraiment comme une des plus difficiles notions de la philosophie. Euh, Aucun philosophe n'est en mesure de répondre, par exemple, à la question fondamentale qui tourne autour du sens. C'est-à-dire qu'il est fort difficile, pour ne pas dire impossible, de répondre à la question suivante. Quel est le sens du mot sens? Généralement, si on arrive à répondre à ces questions, je pense qu'on sera en mesure de résoudre tous les problèmes philosophiques du monde. Ambition que je n'ai pas. Mais de toute manière, moi, j'ai mené des recherches sur le sens, sur le plan linguistico-philosophique, et je me suis beaucoup intéressé à une théorie linguistique dont le fondateur, en fait, a commencé par être philosophe, puis après, il s'est tourné vers la linguistique. Oswald Ducrot, dont j'ai assisté au cours en France, c'était dans les années 90, à l'école, à la haute école des études, enfin, de l'école des hautes études, c'est boulevard Raspail, et j'ai eu l'occasion d'assister à 3 ou 4 séances de Jacques Derrida. En effet, j'avais même l'occasion de lui poser des questions, étant donné que sa conception philosophique est très difficile. Et j'aimerais bien vous dire une chose, c'est que parler de la philosophie ou bien passer en revue la philosophie de Derrida, c'est un grand risque, parce que lui-même, c'est un philosophe particulier qui refuse toute définition. Il estime que toute tentative de définir un concept devrait être vouée à l'échec. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas les définitions. Les définitions, pour lui, constituent des cloisonnements. Et puis, il a une certaine hantise des définitions et des cloisonnements. Il veut que la déconstruction soit un concept ouvert. Alors, comment peut-on cerner un tel concept, la déconstruction? Alors, je pense qu'il a dit une fois dans un de ses livres, il a dit, quand on dit la déconstruction est X, c'est faux. Quand on dit la déconstruction, par exemple, n'est pas X, c'est faux aussi. Alors, dans ce cas, que faire? C'est très difficile. Alors, je dois quand même vous familiariser avec la pensée de Derrida sur laquelle vraiment je me suis penché il y a quelques années. Et je pense que je pourrais quand même faciliter ou simplifier autant que possible la philosophie de Derrida. D'abord, en commençant par vous dire quelques mots sur la conception linguistique, philosophique aussi, d'Oswald Ducrot, à partir de laquelle vous serez capable de mieux comprendre la déconstruction. Vous savez très bien que Oswald Ducrot, dans sa perspective de l'argumentativiste de la langue, il refuse toute tentative de donner une valeur informative aux mots. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous savez très bien que le signe linguistique se compose de 2 faces, signifiant et signifié.
Le signifiant, c'est facile de le dire, c'est une forme acoustique, c'est une forme matérielle, et c'est une forme, par exemple, parole graphique, on peut la voir, et que pour le côté ou bien la face signifiée, là se pose le problème, parce que Saussure lui-même, quand ses élèves lui ont posé la question, qu'est-ce que ça veut dire le signifié, il a beaucoup hésité, mais pour faciliter le suivi de ses cours, il a dit, bon, écoutez, c'est un concept. Mais quand même, dans ses mémoires, je dois quand même vous dire une chose. Saussure n'a jamais été content vraiment de cette définition, le mot concept, parce qu'il aurait préféré laisser ce case vide. Le case de signifier est vide. C'est-à-dire, le signifiant est une sorte de flèche qui vous montre une chose que vous ne pouvez pas voir, invisible. Mais vous essayez, par exemple, de cerner un petit peu le signifié, Saussure s'est contenté de dire c'est un concept, en attendant que sa vision linguistique soit développée et bien exposée et bien éclairée à tout le monde, mais enfin, il est mort. De toute manière, que dans la perspective où je travaille, le signifié, c'est un case vide. Oui, un case vide. Alors, qu'est-ce qu'on doit mettre dans ce case vide? Est-ce qu'on doit mettre des concepts? Mais les concepts sont difficiles parce que si je vous dis par exemple, ce film est intéressant, pourriez-vous me dire quelles sont les conditions qu'on doit satisfaire pour qu'il soit possible de dire d'un film il est intéressant? C'est très difficile. Vous ne pouvez pas dire. Qu'est-ce que ça veut dire beau, par exemple? Qu'est-ce que ça veut dire courageux? Vous ne pouvez pas. Mais simplement, vous pouvez comprendre quand même. Vous pouvez comprendre peut-être par d'autres phrases. Il est courageux, par exemple, il s'est exposé au danger pour sauver une petite gamine, par exemple. Vous comprenez? Vous pouvez comprendre grâce à la suite, aux enchaînements discursifs. Et d'où Ducrot a dit, bon, écoutez, le sens, c'est un enchaînement discursif. C'est un élément variable en fonction du contexte, puisque ça dépend des enchaînements. Donc, c'est ça ce qui m'intéresse et c'est ça qui va vous induire à la philosophie ou à la conception de Derrida. Pourquoi? C'est que, imaginons le sens, c'est quelque chose vraiment que, de vide. Et vous devez le remplir par quoi? Par des phrases. Et c'est ce que nous faisons dans la vie. Nous essayons de comprendre. Vous devez, vous très difficile de saisir le monde. Là, c'est ça. Donc, je vais vous familiariser avec la déconstruction de Derrida, en vous posant quelques interrogations sur lesquelles vous devriez réfléchir. Alors, lorsqu'on parle du sens, que veut-on dire par ce mot sens? Autrement dit, quel est le sens du sens? Ça, c'est la première interrogation. Quel des deux est plus apte à exprimer le sens des mots et les idées? La parole ou le discours, c'est-à-dire la langue parlée, ou bien la langue écrite, ce qu'on appelle ici l'écriture. Voilà. 3. Lorsque la raison Docteur Essam, je suis essaye désolée, de comprendre le Docteur monde, Essam, oui, excusez-moi, parmi le public, il y a Docteur Dina Shafai qui est en train de me dire le son un peu. Alors, peut-être c'est la connexion ou... là, je hausse ma voix. est-ce Est-ce qu'elle m'entend? Vous voulez oui, que je hausse ma voix un petit peu? oui, s'il vous plaît. Ça D'accord? va? Oui, parce que votre son Est-ce que fait des ça va? allers-retours. Oui, merci. Je suis désolée. Moi, est-ce que c'est bien? C'est bon comme ça? Oui, C'est c'est bon très... comme ça? Oui, Eh bien, merci. c'est bien? Oui, C'est bien, ok. Très bien. Alors, je vais hausser ma voix, hein. Bien, lorsque la raison essaye de comprendre le monde et ses objets, elle entre en contact direct avec les choses telles qu'elles se présentent à elle, telles qu'elles se présentent à l'esprit. C'est-à-dire que la raison saisit les phénomènes et non pas les choses en elles-mêmes.
ce qu'on appelle en philosophie les noumènes. Autrement dit, la raison n'accède qu'au phénomène, les choses en tant qu'elles se dévoilent à la raison, c'est ça, c'est très important, c'est une question fondamentale, d'où la question cruciale. Est-ce que les phénomènes livrent leur sens à l'esprit avec transparence, avec innocence? Et qu'est-ce qui nous garantit que le phénomène corresponde à la noumène, c'est-à-dire la chose en soi? Existe-t-il dans le sens des mots? Ça, c'est une autre question fondamentale aussi. Existe-t-il dans le sens des mots un élément fixe, immuable, ou bien un élément qu'on appelle ici essence, qui constitue son identité, l'identité du mot, et s'érige en un noyau dur, central, fondant et déterminant la signification? Ou bien cet élément central n'est-il qu'une pure illusion? Parce que vraiment, il y a dans le sens, il y a un élément fixe. Alors, c'est une question très importante. Est-il vrai que tout signifiant linguistique renvoie à une essence fixe, immuable? N'est-il pas question de simple jeu où les signifiants des mots, dotés de grande puissance, se plaisent à composer entre eux d'infiniment de rapports, leur permettant de créer d'infiniment de sens, vu leur capacité énorme à engendrer les concepts et à faire croire à une éventuelle existence de ce qu'on a coutume d'appeler essence fixe, idée que nous avons hérité de la philosophie grecque, puisque c'est la philosophie grecque repose en entier sur l'idée de quoi? Sur le logocentrisme, c'est-à-dire nous réfléchissons au moyen de l'esprit, de la raison, et c'est ça, donc c'est la raison qui régit notre pensée, notre réflexion. Lorsque vous essayez de saisir le monde, de comprendre le monde, c'est au moyen de la raison. Eh bien, cinquième et dernière question. Quand nous pensons le monde et ses problèmes au moyen de notre esprit, convaincu du principe selon lequel il n'y a d'autre autorité sur la raison que la raison elle-même, principe sur lequel se fonde la philosophie grecque et aussi le siècle des Lumières. Vous savez, le siècle des Lumières, vous le savez très bien, c'est-à-dire que ça, c'est le principe qui gouverne les Lumières. La question fondamentale maintenant, c'est d'essayer maintenant de comprendre Derrida. Derrida, vous savez que lui, il s'en prend à ce qu'on appelle la modernité. La modernité, elle, est basée sur quoi? Sur la raison. Mais pourquoi Derrida critique la raison? Qu'est-ce qu'il y a de condamnable dans l'usage de la raison pour comprendre le monde? Et ça, c'est une question cruciale pour comprendre la déconstruction. Pour Derrida, il estime que, d'abord, c'est que pour vous expliquer, je dois revenir simplement à une carrière philosophique de Derrida. Derrida est le disciple de qui? D'Edmond Husserl, les fondateurs de la phénoménologie. Que dit la phénoménologie? En deux mots, la phénoménologie, vous savez que si vous dites que le sens du monde, c'est un vide, on ne peut pas saisir le sens du monde, ou bien nous avons l'illusion de comprendre le monde, alors que nous nous baignons dans la langue et que nous nous baignons entre les mots, et nous utilisons des signifiants, et nous avons l'impression que les signifiants renvoient au signifié, alors que le signifié n'a pas d'existence, puisque le signifié lui-même renvoie au signifiant. Parce que quand je vous explique le sens d'un mot, qu'est-ce que je fais? Je fais usage des mots, ça veut dire des signifiants. Et que si vous voulez dire, je ne comprends pas le signifié de ce mot, j'emploie d'autres signifiants. Alors les signifiants jouent avec nous. Alors dans ce cas, pour comprendre, Husserl s'est trouvé devant ce problème. Il a dit, pour comprendre le monde, il faut quand même dire une chose très simple. Le monde se donne à la raison humaine, se donne à la conscience. Le monde et ses objets s'impriment dans la conscience, se gravent dans la conscience, laissent des traces.
Les traces, il n'y a aucune raison de dire que les traces ne correspondent pas au vrai monde, mais contentons-nous des traces visibles, sensibles, matérielles, et les traces, bon, montrent le monde, expliquent le monde, et c'est ce qu'on a. On peut vraiment considérer le monde comme le monde tel qu'il se donne à notre esprit, tel qu'il se dévoile à notre esprit. Ça, c'est le monde. Cette idée a été rejetée complètement par Derrida. Il y a une autre voie pour résoudre le problème, et c'est une voie qui régnait dans la pensée française dans les années 40 et à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Qu'on sait, c'est que c'est un courant qui dit simplement le monde n'a pas de sens. Le monde est impensable. Et c'est ce qu'on a coutume d'appeler l'absurde. Le monde est impensable, le monde est silencieux. Nous essayons de comprendre le monde, nous tâchons vraiment de lui donner un sens, mais le monde nous regarde avec silence. Nous sommes confrontés au silence du monde et que le monde est incompréhensible, impensable, c'est l'absurde. Là, la déconstruction va peut-être ouvrir une troisième voie, c'est la remise en cause. Qu'est-ce que c'est la remise en cause? On va remettre en cause, en fait, c'est la raison elle-même, qui est l'outil, l'instrument que nous utilisons pour comprendre le monde. La raison aussi nous déçoit. Pourquoi il nous déçoit? Parce que la raison, c'est un mécanisme qui fonctionne sous un mode, sous un mode basé sur les oppositions, ce qu'on appelle la dichotomie. Nous comprenons le monde avec une série de dichotomies, une série infinie de dichotomies. C'est-à-dire, qui a forgé, a créé le bien et le mal? C'est la raison. Si la raison entreprend de vous expliquer ce que ça veut dire le bien, il va le faire au moyen ou bien par l'intermédiaire du mal. Et aussi vice-versa aussi. Vous ne pouvez comprendre le mal que par l'intermédiaire du bien. La même chose pour toutes les autres dichotomies, les oppositions. Quand on dit vrai et faux, le vrai, c'est ce qui n'est pas faux. Et le faux, c'est ce qui n'est pas vrai. Et qu'est-ce que c'est le vrai? Ah voilà, il y a beaucoup d'écoles. Il y a une école qui vous dit le vrai, c'est celui qui correspond au monde sensible, au monde matériel. Mais est-ce que vraiment vous saisissez le monde sensible? Mais comment vous comprenez? Il y a quand même ici une sorte de barrière qui vous sépare du monde. C'est-à-dire une barrière et que vous essayez de sauter cette barrière avec la langue, avec les mots, avec des signifiants. Là, vraiment, c'est que Derrida critique donc Husserl. Elle dit Husserl fait usage de la raison. Husserl, lui, il est incrusté dans cette tradition de logocentrisme de grec qui utilise la raison au moyen de quoi? Des binaires, des dichotomies, des oppositions. On emploie le même mode d'opposition. Le mode d'opposition n'aboutit à rien, puisque c'est-à-dire, vous comprenez, par exemple, une partie par l'intermédiaire de l'autre. Vous comprenez un pôle par l'intermédiaire du pôle contradictoire. Mais vous ne pouvez pas saisir vraiment l'essence. Il n'y a pas d'essence. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'appelle essence? Ça, vraiment, c'est le produit de la raison, l'essence. Ce qu'on appelle ici, c'est qu'on suppose toujours qu'il y a un élément fixe. Cette fixité n'existe pas, mais c'est un produit de la raison humaine. Alors maintenant, Derrida aussi, il y a une chose très importante. Il va élaborer sa philosophie, mais comment? En relation avec Saussure. Parce que lui, il va s'en prendre à cette dichotomie entre le signifiant et le signifié. Il dit que cette structuralité, en fait, est aussi produit de l'illusion, de la raison. Parce que Saussure parle de signifié alors que le signifié n'a pas d'existence. Saussure aurait dû se rendre compte qu'il n'y a dans le monde que le signifiant. Le signifié, jusqu'à maintenant, c'est de l'ombre, c'est du noir. On ne peut pas saisir le signifié. Et je pense que Saussure lui-même n'était pas, comme je vous l'ai dit au début, n'était pas très content de sa définition de signifié en tant que concept, ou bien une forme conceptuelle.
Mais c'est-à-dire que pour faciliter ses cours à ses étudiants, il est très difficile quand même, si un étudiant vous pose une question en classe et vous faites la linguistique, vous dites qu'est-ce que c'est le signifié, vous allez lui dire c'est un concept. Vous n'avez rien d'autre à lui dire parce que ce concept c'est quoi? Mais et même les philosophies du langage, les philosophes du langage ont rencontré ce problème. Searle, par exemple, quand il a élaboré, il a travaillé sur la théorie des actes du langage. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bon, écoutez, nous avons deux faces. Il y a, c'est-à-dire, si vous voulez comprendre le sens, ça veut dire quoi le sens? Il a dit, le sens, c'est un ensemble de conditions qui doivent être satisfaites pour que soit possible de dire de quelque chose, il est vrai ou pas vrai. C'est-à-dire que si vous dites que le film est intéressant, s'il y a l'intéressant, ça veut dire un ensemble de conditions qui doivent être satisfaites pour que pour qu'on soit capable, pour que soit possible qu'on dise de ce film qu'il est intéressant. Qui d'entre nous, qui d'entre vous peut me dire quelles sont les conditions, n'est-ce pas, qui font qu'un film soit intéressant? Moi, je ne sais pas. Personnellement, je ne sais pas. Alors ici, c'est qu'il a essayé. Il a dit aussi, c'est un acte de langage, on utilise la langue pour produire un effet. Mais est-ce qu'on a résolu le problème? On a réussi à résoudre le problème. Et si c'est que donc Derrida va reprendre aussi le fil à partir de ce point et commence à s'en prendre à Husserl et aussi à Saussure. Elle dit que ces binaires n'aboutissent à rien. Il faut remettre en cause l'égocentrisme de la philosophie grecque. Alors comment va-t-il mettre en cause l'égocentrisme grec? Il va refuser complètement les binaires. Il s'en est pris à Foucault. Vous savez très bien l'histoire de la folie, le livre de Foucault, l'histoire de la folie. Et pourquoi? Parce qu'il a critiqué Foucault, parce que Foucault, lorsqu'il a relaté l'histoire de la folie, il a montré la folie comme les fous sont vus comme des gens qui doivent être exclus de la société, doivent être internés quelque part dans une sorte d'asile, internés parce que, et aussi il y a un regard, le regard des sages, les regards des sages, on va dire raisonnables si vous voulez, les gens qui sont dotés de bonnes raisons, ils regardent les fous comme quoi. Et jusqu'à maintenant, ce regard règne. Comment on regarde les fous? On dit c'est un malade, c'est quelqu'un qui doit être interné quelque part, dans un hôpital ou dans un asile. Oui ou non, c'est la même chose. Alors, lorsque Foucault a relaté l'histoire de la folie, il a employé la même méthode, c'est-à-dire la même méthode logique, c'est quoi? L'exclusion, c'est-à-dire le sain et le malade. Le sain et le malade, un homme sain qui jouit d'une bonne santé, et le malade, c'est le malade qui doit être interné, soit dans un hôpital ou dans un asile. Alors, il a utilisé le même mode basé sur les oppositions. Alors, mais est-ce que le malade est malade? Ça, c'est une question. Qui a vraiment élaboré ou a mis en place ces catégories, ces frontières? C'est la raison qui joue avec les binaires, les dichotomies. Les dichotomies, ça c'est le mécanisme de la raison qui lui permet de comprendre le monde. Mais à quel point ce mécanisme est bien fondé, ça c'est un jeu, puisque c'est-à-dire le mal vous envoie au bien, et le bien du mal. Et la même chose, le bien, le mal, l'homme, femme, tous les binaires, toutes les dichotomies reposent sur la même illusion. Maintenant, alors revenons à Derrida. Derrida, bien, écoutez, on lui a posé la question. Est-ce que la déconstruction, c'est quoi? Donc c'est une méthode, est-ce que c'est une méthode sceptique qui remet en cause? Il a refusé complètement au début de donner une définition à la déconstruction. Il a dit la déconstruction, c'est impossible de définir la déconstruction. C'est pas une mode. Est-ce que c'est une analyse? Parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de critiques qui utilisent je vais déconstruire cette idée. Jusqu'à maintenant, vous lisez même en arabe ou en français ou en anglais, on dit il va déconstruire cette problématique dans le sens d'analyser, ramener le phénomène à ses éléments, et puis après, ensuite, il restructure les éléments en une synthèse. Ça n'a rien à voir avec la déconstruction selon Derrida. C'est-à-dire, il refuse complètement le mot analyse, il refuse complètement le mot aussi
c'est le fait de méthode, c'est-à-dire une certaine méthode et bien élaborée. Non. Il vous dit, vous pouvez exercer la déconstruction sans me poser la question ce que ça veut dire la déconstruction. Eh bien, de toute manière, dans la déconstruction, il y a un élément très important. Et à mon avis, c'est une condition pour déconstruire, que Derrida veuille ou non. C'est quoi? C'est la remise en doute, la remise en cause. Le fait de remettre quelque chose en cause, ça vous amène à poser des questions. Et quand vous posez des questions, c'est-à-dire sans limite, il ne faut pas vous imposer des limites. Vous continuez à poser des questions, c'est-à-dire vous allez jouer l'avocat du diable. L'avocat du diable, ça veut dire c'est l'avocat du diable ici profite de tous les trucs, toutes les ruses. Il pose des questions sur le bien fondé de tel ou tel phénomène, de tel ou tel objet ou de telle ou telle théorie. Ça vous amène donc, maintenant vous êtes au cœur de la déconstruction. Maintenant, la réponse qui a été donnée par Derrida, on la trouve dans un livre qui c'est Lettre à un ami japonais. Dans cette lettre, il répond à la question qui lui avait été posée par le japonais. Et le japonais, il est spécialiste en islamologie, de toute manière, le japonais. Il lui a posé une question. Alors, vous devez quand même définir le mot déconstruction. Alors, il a préféré le terme stratégie. La déconstruction, c'est une stratégie. Oui, une stratégie, mais ce n'est pas un plan particulier, ce n'est pas une théorie du tout. Les critiques veulent que la déconstruction soit une théorie. Non, non, non. C'est une stratégie que vous utilisez pour remettre en cause quelque chose. Et lorsque vous remettez en cause, c'est-à-dire sans limite, sans aucune limite. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'aller très loin. Derrida arrive quand il remet en cause le logocentrisme. Il a remarqué, premièrement, le logocentrisme qui régnait dans la pensée occidentale donne une priorité à la parole par rapport à l'écriture. Oui, c'est la parole, on sait très bien que même les dialogues de Socrate, c'est la parole. C'est Platon qui les a notés, mais ce sont des dialogues. Et aussi, c'est la dialectique. Vous le savez, vous l'avez étudié en rhétorique. Dialectique, c'est l'art de parler. L'art de parler, donc la parole, ça correspond vraiment au vrai visage de la raison. Et ça, c'est une chose. Donc, logocentrisme et le logos, ou la logique, qui est basée sur, comme je viens de vous dire, les binaires, et que, vous savez, tout au long des dialogues de Socrate, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez qu'est-ce que c'est le mal et le bien, qu'est-ce que c'est la justice et l'injustice, par exemple, le beau, par exemple, et le laid, c'est-à-dire toujours joue avec les binaires. Tous les dialogues, sans exception aucune. Le vrai et le faux, oui, le vrai et le faux. Le monde sensible et insensible. Ou la vérité, c'est où? Dans le monde sensible ou l'insensible? L'idéal et le réel sont les mêmes binaires. Et si Derrida décide donc de quoi? D'attaquer à ce mode de pensée et le remettre en cause. Qu'est-ce qu'il va faire alors? Puisque tout le monde, nous sommes condamnés à utiliser ces binaires ou ces dichotomies. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Derrida remet en cause les binaires. Il va peut-être substituer d'autres mots. Puisque, premièrement, il refuse signifiant et signifié, le signifié n'existe pas. Alors, ce qui existe, ce sont des signifiants. Et nous sommes au cœur des jeux des signifiants. Si, par exemple, vous cherchez le sens d'un signifiant, le signifiant vous renvoie à un autre signifiant. Et vous paraissez satisfait. Vous pensez, ah oui, j'ai compris. Je lui ai posé une question sur ce mot, il m'a expliqué, j'ai compris. Mais si vraiment vous pensez à ce que vous avez compris, vous allez vous rendre compte que vous n'avez rien compris, parce qu'on vous a répondu par des mots, par des signifiants. Alors, ça c'est une chose, des structures, des saussures. Ensuite, revenons à la philosophie, Derrida va utiliser des termes comme trace.
Oui. Pourquoi il préfère le mot trace? Il dit parce que dans le mot trace, il y a quelque chose de très paradoxal. La trace d'une chose, ça veut dire la mort de cette chose et en même temps la vie de cette chose dans sa trace. Je répète, quand on dit le mot trace convoque la mort, puisque la trace, c'est la trace de quelque chose qui s'est effacé. Et en même temps, la trace, c'est la présence. Quelles sont les pensées fondamentales, les idées fondamentales de l'égocentrisme qui sont la cible de l'attaque déridienne? Voilà, les trois, je vais vous le dire. Sens, essence, et ça c'est très important, quand on dit sens et sens, puisque ici c'est sens, essence et l'être. L'être, c'est l'existence. Derrida a été, au début, il s'en est pris aussi à Heidegger, mais il y a une chose très importante quand on lui a posé une question. Mais si vous cherchez le sens, vous n'allez trouver que des signifiants. Regardons par exemple le problème philosophique de premier ordre, qui était l'objet d'intérêt de Heidegger. C'était quoi? C'est l'être. Nous essayons de comprendre l'être ou l'existence par l'intermédiaire de quoi? De l'être sensible. C'est-à-dire que si vous avez dit qu'est-ce que c'est l'être en soi, ce qu'on appelle ici en arabe al-wujud, l'existence. Lorsqu'on vraiment on réfléchit sur l'être, alors dans ce cas, on a l'impression d'avoir bien compris l'être par l'intermédiaire de ces figures qui existent, c'est-à-dire l'être humain, un homme qui marche dans la rue, les animaux, l'être, une chose inanimée. Vous comprenez? Donc on comprend l'être par l'intermédiaire aussi des éléments matériels qu'on peut constater. Mais est-ce qu'on arrive à saisir l'être en soi? Non. Alors, répondez-moi Derrida, comment peut-on accéder à cet être, à cette essence? Eh bien, l'être, qu'est-ce que ça veut dire l'être? Derrida est obligé d'employer un mot. Il dit, écoutez, nous essayons notre tentative de saisir cette absence qu'on appelle être, c'est une tentative qui sera infiniment déférée. C'est-à-dire, si je n'arrive pas à vous expliquer ce que ça veut dire l'être maintenant, ça ne veut pas dire qu'il me serait impossible, mais je vais remettre la question, je vais, en attendant qu'un jour, je tombe sur cet être insaisissable. Donc, je vais déférer la déférence, ça veut dire reporter, oui, ajourner l'ajournement, ajourner la question. On va suspendre la question en attendant qu'on arrive à saisir cet être. Mais on se contente de signifiants qui existent, qui est constatable, qu'on peut toujours saisir. Et ça, c'est très important. À partir de là, Derrida aussi, donc il va trouver dans le mot différence, c'est le mot qui a été utilisé pour la première fois par Heidegger. Certains le ramènent à Nietzsche. Nietzsche l'a utilisé, mais je pense que moi je l'ai trouvé dans son livre majeur, L'être et le temps. Et ce livre, il a employé le mot différence parce que on sait très bien que le design, c'est-à-dire l'être, Heidegger n'a pas réussi en fait à saisir ou bien à définir l'être ou bien l'essence. Nous employons l'essence comme ça, mais il n'a pas. Mais elle dit, mais ce n'est pas impossible. Mais il faut déférer la question. Il faut toujours. La philosophie, c'est quoi? C'est une tentative ininterrompue ou bien une entreprise ininterrompue. La seule chose qui interrompt cette tentative, c'est la mort. Et cette idée va être aussi prise par Sartre quand il a fait la différence entre l'être en soi et l'être pour soi, l'être pour soi et l'être en soi. L'être en soi, ça c'est dire les choses inanimées, et l'être pour soi, c'est l'homme. L'homme, c'est-à-dire l'homme, toute sa vie, il est en passe de se construire, il est en passe de changer,
Il veut toujours atteindre ce qu'on appelle, entre guillemets, je dis entre guillemets parce que c'est entre parenthèses, parce que je n'ai aucune définition de ça, c'est il veut atteindre la perfection. Chacun de nous change et a toujours des espoirs. Qu'est-ce que ça veut dire l'espoir? Ça veut dire vous voulez être parfait. Vous essayez de vous améliorer, de vous perfectionner, parce que chaque fois, vous avez toujours un idéal. Et donc, vous êtes être pour soi, et vous déférez, vous reportez l'idéal en attendant. Si aujourd'hui, par exemple, vous éprouvez des crises, la pandémie, vous éprouvez des catastrophes, mais vous avez toujours l'espoir qu'on trouve un vaccin et vous avez toujours l'espoir, par exemple, d'être promu pour être, par exemple, quelque chose de remarquable, d'être célèbre et tout ça. Mais vous allez passer votre vie comme ça et la seule chose qui va interrompre, qui va mettre fin à ce rêve, c'est la mort. Donc, selon la pensée de Sartre, l'être complet, c'est la chose inanimée, puisque c'est l'être en soi. Il a satisfait toutes les conditions nécessaires pour qu'il soit être en soi, mais l'homme est toujours, toute sa vie, être pour soi. Donc, ça, c'est donc la philosophie, de manière générale, de Derrida, et que Derrida va aussi, et ce qui est très important, c'est peut-être pour les lectures de Derrida, vous pouvez trouver de bonnes lectures, non pas dans ces livres qui contiennent la théorie, parce que vous allez trouver que Derrida échappe aux questions. Moi, je lui ai posé beaucoup de questions, je me rappelle très bien, mais il échappe à la question. Pourquoi il échappe? Parce qu'il veut vous laisser la porte ouverte. C'est-à-dire que ce que Derrida encourage, c'est quoi? C'est de penser sans arriver vraiment à une réponse satisfaisante. Et ça, à mon avis, c'est un point très important. Et ça, c'est la difficulté de sa philosophie. C'est les indéfinissables, insaisissables. Voilà, je vous ai expliqué les grandes lignes de cette philosophie. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Alors, on vous remercie infiniment, cher professeur Dr. Essan. Vous avez présenté Derrida et la déconstruction chez Derrida, vraiment un sujet très compliqué à comprendre. Surtout, j'ai essayé de, comme vous avez dit, il ne faut pas comprendre Derrida de ses livres, mais peut-être aux alentours de Derrida. Je suis allée vers Sur Parole. Et là, il y avait question-réponse. Et à la page 88, on lui a posé déconstruire, c'est ouvrir pour vous à l'apparaître, permettre à l'apparaître d'être présent. Et en conséquence, la déconstruction n'est pas négation. Elle n'est pas destruction. Elle est à l'inverse construction de l'apparaître. Que dites-vous? Alors lui, il a dit à la fin, il est pour moi indéracinable. Alors, pour la déconstruction. Alors, je vous écoute, cher professeur. Oui, c'est comme je viens vous dire que c'est l'apparaître qui compte parce que nous sommes confrontés à l'apparaître ou au paraître. Et le paraître, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas déconstruire, ou bien vous ne pouvez pas comprendre le paraître sans recourir à un autre paraître, c'est-à-dire le phénomène. Et que le problème, c'est que quand on veut, par exemple, quand vous voulez mettre ou bien soumettre le paraître à la pensée déconstructionniste de Derrida, vous allez voir que vous devez le faire, mais sans utiliser les mêmes dichotomies. Là, vraiment, et ça, c'est vraiment le pari très difficile, en fait, à mener. Parce que comment vous allez penser le paraître sans utiliser le même mode de la raison, c'est-à-dire le paraître par rapport à l'essence. Nous comprenons le paraître par rapport à l'essence, parce qu'il faut vous dire une chose, c'est Emmanuel Kant qui a analysé dans son livre majeur, c'est Critique de la raison pure, il a dit que notre perception du monde, notre vision du monde, c'est le résultat de deux facteurs. Moi, je résume trop, hein, je simplifie, vulgarise un petit peu. C'est que lorsque vous, par exemple, vous percevez la table, l'image de la table, ou la table telle que vous la percevez, c'est un produit, c'est un résultat de deux facteurs.
Facteur interne, ça veut dire les capacités, la compétence, la capacité de votre sens, de votre raison, c'est-à-dire que c'est ses limites, et en même temps, de facteurs externes, ça veut dire la chose telle qu'elle se donne, sa place, c'est-à-dire à partir de quelle place vous pouvez regarder la table. Donc, ici, le résultat, le chien, à titre d'exemple, entend des sons que vous ne pouvez pas entendre. Donc, plus, par exemple, ici, c'est que l'image finale de la table ne correspond pas à la table en soi, en elle-même. Vous n'avez aucune garantie. Donc, vous n'avez qu'à travailler sur le paraître. La table telle que vous la concevez, telle que vous la percevez, mais d'abord, en admettant que la table en elle-même est inaccessible. Alors, la déconstruction, il suffit de dire simplement, c'est que, essayons de réfléchir, de penser la table loin de cette dichotomie, et que vous pouvez simplement mettre toujours, c'est-à-dire entre guillemets ou entre parenthèses, la notion de table, et vous n'allez pas trouver de réponse définitive, et c'est un scepticisme enfin infatigable, puisqu'il va passer toute sa vie, il a passé toute sa vie en fait, à mettre et remettre en cause. Et puis après, bah, parfois, il développe ses idées, mais ce qui est très important, c'est ce scepticisme. Mais la chrétienne, c'est que même, admettons, que la raison, enfin, qu'il va entreprendre de remettre en cause le mécanisme ou le mode de pensée de la raison, comment il va le faire? C'est toujours au moyen de la raison. Oui. Merci, cher professeur Dr Essam. Doctora Mona, elle veut poser une question, puis Doctora Reda Ratwari, tout de suite. Oui, oui. Allez-y, professeur Mona. Doctora Mona, oui, on vous écoute. Doctora Mona, on vous écoute. Oui. Je vous en prie. J'ai des réflexions, si vous... Oui, Oui, vous m'entendez? oui, 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 oui. parfaitement. Oui, Oui, je vous entends. je réfléchis par exemple à la... Oui, ça va? Oui, ça va, allez-y. Vous m'entendez? Oui, je vous Oui, entends. parfaitement, parfaitement. Je pense qu'on a perdu professeur. Non, voilà, elle est avec nous. Oui. Docteur Mona, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Docteur Mona, veuillez bien ouvrir votre micro. Oui, on vous entend. Ça va? Oui, très Oui, bien. allez-y. Oui. Vous m'entendez? Oui, Très bien. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de questions, mais je me limite à deux ou trois réflexions. Pour Lacan, par exemple, dans la psychanalyse, l'homme est pris dans le défilé radical de la parole, c'est-à-dire autrement que les mots disent autre chose que ce qu'ils disent, dans le sens que le mot, qui est le signifiant, est une métaphore qui cache une métaphore, et ainsi de suite, une série de métaphores jusqu'à aller à l'innommable. Il n'y a pas de signifié dans l'inconscient structuré comme le langage. Je vous donne un petit exemple. On peut avoir une maladie dermatologique et aller voir le médecin, il va nous dire que c'est psychique. C'est comme si le corps écrivait
le mal de l'inconscient sur le corps humain. C'est une parole, une métaphore. Et les mots ne sont pas l'essence des choses. Les mots juste indiquent, ne signifient pas. D'accord? Ça, je suis d'accord. Mais avec le modernisme, et loin des... Si on introduit la notion du devenir, on peut définir l'homme par le devenir. Le temps On peut définir quoi? et l'être en devenir. À ce moment-là, on n'a pas besoin de barre, on n'a pas besoin de proposition. Docteur Mona, le son n'est pas stable, la connexion est mauvaise. On n'a pas besoin d'opposition, vous dites? D'accord, moi j'arrête là et enfin j'attends le commentaire. L'opposition, quand vous dites le mot devenir, ben, c'est ce que j'ai compris, il n'y a pas d'opposition. Si, le devenir, c'est l'immuable. C'est-à-dire même la philosophie grecque, on peut vraiment relater toute l'histoire de la philosophie à partir de quoi? D'un principe. Il y a des philosophies qui soutiennent le devenir, dont à la tête on trouve Héraclète d'Éphèse, c'est-à-dire le devenir, vous ne descendez pas deux fois dans la même rivière, c'est-à-dire que parce qu'il y a les eaux changent, donc le devenir. Et il y a Parménide, c'est-à-dire le fondateur de l'école éléate, qui dit c'est l'immuable, c'est-à-dire rien ne change, le changement c'est une illusion. Donc c'est la même opposition. Ça vraiment c'est logocentrisme grec. Merci, professeur Essam. Merci, docteur Mona. Alors, la question, elle est pour docteur Reda Ratwari. Cher professeur docteur Reda, vous nous faites l'honneur aujourd'hui. Allez-y, je vous en prie. Merci. L'honneur est à moi. Merci d'abord. Merci pour cette délectation de l'esprit. Merci, docteur Essam. C'était vraiment très intéressant. Il y a longtemps qu'on n'a pas écouté des interventions aussi riches et aussi intéressantes sur le plan philosophique. Et merci aussi je remercie la présence aussi, je salue la présence plutôt de Dr Mona Sarfen et je vous remercie Dr Nevin Sarou. Ce que j'ai simplement, ce sont des idées, comme l'avait dit déjà l'éminent professeur Dr Mona, ce sont des idées et des commentaires plutôt que des questions. En ce qui concerne donc la binarité, je crois que vous avez très bien expliqué, Dr Aissam, l'histoire, mais ça se passe d'après Derrida, d'après deux temps. Le premier, puisque la binarité, elle est toujours hiérarchisée. Il n'y a pas d'équivalent entre les deux pôles binaires. Alors, on passe dans un premier temps par un renversement de ce couple-là, de ces dyades, de cette binarité, ou renversement donc de cette hiérarchie. Et on arrive en deuxième temps à une neutralisation de ce terme-là, et c'est ainsi que conçoit le monde comme un jeu. G-E-U. Donc, et c'est de là que vient donc l'infini donc de l'écriture, de la parole et des termes. Ça, c'est un. Deuxièmement, je suis complètement avec vous en ce qui concerne le signifiant et signifié et de ce qu'ils ont découvert, parce qu'à la même époque, pour Saussure, il y avait Peirce, n'est-ce pas, donc en Amérique, et lui, il avait ajouté le représentamen, à côté de représentamen, et donc ce qui va équivaloir au signifiant et signifié, il va ajouter aussi le référent. Et cette histoire-là de référent qui diffère donc d'une personne à l'autre. Troisième point, je reviens donc à la définition de la déconstruction. Je suis complètement avec vous. Derrida avait toujours refusé de donner une définition, mais en 88, dans Mémoire pour Paul de Man et en 97, dans le monolinguisme de l'autre, il avait
repris cette idée-là de définition et il avait dit la déconstruction, c'est plus Langue, plus langue. effectivement, voilà, c'est bien. Et dans ce sens-là, il y avait donc, on a l'impression donc que c'est sorte d'androgynie de la langue. Voyez-vous un peu, il y a la plus, c'est-à-dire beaucoup plus, et il y a aussi la négation, plus, c'est-à-dire elle n'existe plus. Parce que c'est en parlant, n'est-ce pas, en disant quelque chose qu'on rate toujours le vrai sens, comme vous l'avez dit. Il y a une sorte de frustration. Oui. Je ne sais pas. Alors, vous avez la parole, vous êtes le mieux placé. Ce ne sont que des idées là, des pensées qui m'ont venu à l'esprit. Alors, oui. Je vous écoute. Merci. Je vous réponds par deux choses. C'est-à-dire que pour les binaires ou la binarité, bon, Derrida a commencé par détrôner le pôle supérieur. C'est-à-dire que certainement la raison humaine fonctionne en fonction de cette binarité, en donnant une priorité à un pôle au détriment de l'autre, comme par exemple le bien et le mal. Hein. On donne la priorité au bien. Il a dit, bon, écoutez, on doit détrôner, c'est-à-dire le supérieur. Mais quand on détrône le supérieur, qu'est-ce qu'on va faire avec l'autre? Au début, il a dit, bon, on va mettre au trône le second pôle. Mais est-ce que vraiment il a refusé complètement? C'est ce qu'il a banni? Non, il a substitué d'autres idées. Il veut substituer d'autres idées comme l'idée de trace et l'idée de supplément, emprunté à Rousseau, à ses Confessions. Supplément, parce que le mot supplément suggère deux choses, c'est-à-dire, enfin, il y a quelque chose qui existe et c'est un supplément qui vient le compléter. Donc, ici, est-ce que vraiment c'était aussi un point critiquable dans la philosophie de Derrida, puisque lui, il n'arrive pas à se détacher complètement de ce mode binaire. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, et c'est un point aussi pour la définition, bon, vous avez raison de le dire, vous avez même quand on a dit la définition, c'est plus une langue, mais ici, c'est la retirer par la main gauche, ce qu'il donne par la main droite. Parce que ça veut dire, c'est comme exactement quand vous me demandez de définir quelque chose, et je vous dis quoi, hein, ça signifie l'indéfinissable. Oui, ça c'est le problème de Derrida. Et c'est pour cela peut-être sa philosophie n'a pas beaucoup survécu, et que pour deux choses, pour la difficulté de cerner la notion de déconstruction, et la preuve, c'est que vous pouvez, tout le monde, actuellement, il y a beaucoup de critiques éminents qui utilisent le mot déconstruction dans des sens complètement différents, qui n'ont rien à voir avec la notion de déconstruction chez Derrida. C'est-à-dire qu'on dit, bah, je vais déconstruire ça, on pense toujours à l'analyse, décomposer les choses, et puis après, mais Derrida, peut-être le terme qu'on proche, il a employé Derrida, de toute manière, le mot c'est-à-dire le mot démolition. Deux fois, il a utilisé démolition. Mais est-ce qu'il y a un dictionnaire philosophique d'un grand philosophe qui s'appelle Godot, il a donné une très bonne définition de la déconstruction. Et je pense que ça, il dit qu'il ne cherche pas à critiquer, mais il dit, c'est-à-dire, vous prenez une chose, vous enlevez tous les caractères, les attributs, jusqu'à ce que vous arriviez à une étape où il n'y a plus rien, et là, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'essence. Et je pense qu'un philosophe anglais a utilisé cette méthode, il s'appelle Berkeley. Berkeley qui a dit, le monde sensible n'existe pas, mais il y a les idées. Et quand on dit, ben, écoutez, je peux vous prouver que rien n'existe. Une table, si vous dites une table, qu'est-ce que c'est la table? Vous allez donner une définition, dit c'est du bois. Le bois, c'est quoi? Ça veut dire, vous allez dire éléments matériels, couleur, étendue, je sais pas, hauteur, mesure, n'est-ce pas? Et puis après, chaque terme, vous allez l'analyser, vous allez employer d'autres mots, et puis enfin, vous arrivez à zéro, vous ne trouvez rien. Et c'est-à-dire ce qui a vraiment rendu le monde furieux. Et c'est pour cela, quand il est marché dans la rue, il était un temps pluvieux, il a eu recours à un ami, il a frappé à sa porte, et son ami qui était furieux contre lui a dit, puisqu'il n'y a pas de matière, monsieur Berkeley, vous pouvez entrer sans... Vous comprenez? Ça, c'est important, cette idée. Mais Derrida, vous savez, c'est que sa philosophie, comme je viens de vous dire, je pense que ça, même il a dit dans son livre
Babel, j'ai oublié le titre, c'est-à-dire j'ai lu des extraits de livres, c'est plus de langue, oui, mais vous tournez en rond. Et ça, c'est vraiment, c'est pour cela le destin de la déconstruction, c'est quoi? C'est que jusqu'à maintenant, c'est est insaisissable et que les critiques eux-mêmes sont divergents sur la bonne explication, la bonne définition de la déconstruction. Et dans le monde arabe, vous savez, chacun se plaît à dire j'applique une méthode déconstructiviste, mais ce n'est pas la déconstruction de Derrida. Merci. Je vous remercie infiniment, professeur Reda Ratwari et Dr. Aissam. Je sais que vous êtes serré dans le temps, professeur Aissam, mais s'il y a quelqu'un qui vous posait une dernière question, alors on leur donne. Oui, il y a Doha. Allez-y, Oui. docteur Doha. Oui. Pour clôturer la séance parce que Dr. Aissam doit aller à l'aéroport. Il m'a soufflé ça avant la séance. Oui, allez-y, je vous en prie. Alors, Dr. Aissam, je vous remercie de cette séance. Et peut-être le son n'est pas clair, Dr. Doha. Oui. Alors, c'est clair maintenant? Oui, non, allez-y. Oui, oui, d'accord. D'accord. Alors, j'aimerais poser à Dr. Aissam deux questions autour desquelles on peut réfléchir ensemble. Premièrement, c'est autour de la question des signifiants, des signifiés. Je pense que Derrida, lorsqu'il a posé sa réflexion autour de la non-existence et des signifiés pour un signifiant, c'est peut-être parce que sa méthode, d'une manière générale, il parle de la langue d'une manière générale. Mais lorsqu'on passe de la particularisation, lorsqu'on passe de l'utilisation de signifiants dans un contexte, par exemple, que ce soit dans un roman, que ce soit dans un article, que ce soit dans une société, ces signifiants acquièrent leur essence et acquièrent leur existence. Et un autre point en ce qui concerne la conception de la binarité chez Derrida. Je suis totalement d'accord avec Derrida parce que l'acidité du sens ne figure pas par la binarité. Et il y a comment dirais-je, deux savants ou de théoriciens en ce qui concerne la psychanalyse, ont abordé ce sujet comme Jean Petitot et Christian Alvar ont dit que la saisie du sens ne passe pas par la binarité. Il y a un processus profond, c'est la sémantique profonde. Elle s'intéresse plutôt à faire une existence au signifiant par les relations de parenté qui existent entre ces différentes thèmes et donnent une existence au signifiant. Et ensuite, lorsque le concept se forme, lorsque l'idée se forme, on met là sur une opposition binaire. C'est ça, et c'est ça ce que Dr. Aissam nous a expliqué, c'est la trace. C'est la sémantique profonde qui donne la trace. Okay, c'est la trace de l'existence des signifiants dans la mémoire de l'être ou du sujet percevant. En ce qui concerne le devenir, le devenir a un grand impact sur l'existence du sens parce que la téléologie ou le devenir du sens acquiert un processus de métamorphose parce que l'existence ou l'être du sens se passe d'abord par une virtualité, par les liens de parenté. Ensuite, il s'actualise, se métamorphose et se raffine par les binarités. Et enfin, en fin du parcours, il existe et acquiert tous les signifiés, mais dans un contexte, dans une particularisation. Mais lorsqu'on passe d'un niveau supérieur, d'une généralisation, les signifiants deviennent innommables, comme a dit Derrida. Alors, qu'en pensez-vous, Dr. Aissam, de ces idées? Merci, Doha. Une longue question. Je pense que toujours Dr. Aissam a la réponse à toutes les questions. Oui. Oui, mais je pourrais vous répondre en disant une chose importante. C'est que le problème fondamental de toute la linguistique ou de toute la sémantique et de toute la philosophie, quelle que soit l'époque, c'est-à-dire est loin de la psychanalyse et de la psychologie, le problème fondamental, c'est le sens du monde, comprendre le sens. Mais si vous voulez comprendre le sens, je vous rappelle quand même une question très importante, cher Doha. C'est-à-dire que quand vous dites, moi je cherche le sens, pourriez-vous me dire quel est le sens du mot sens?
avant de répondre à cette question, vous devriez quand même me dire une certaine conception du mot sens. Est-ce que le sens, ça veut dire la chose? Au Moyen-Âge, on pensait que le sens, ça veut dire chose, chose dans le monde, ce qu'on appelle maintenant le référent. D'autres disent Oui, non, c'est pas fond. Oui, c'est pour vous. Si vraiment le sens renvoie à la chose, bien d'accord, vous êtes satisfaite, bon, félicitations. Mais est-ce que vraiment le sens est une chose? C'est difficile. Est-ce que le sens est un concept? Bien, vous savez très bien que les concepts sont parfois difficiles. Nous avons toujours une certaine, enfin, nous sommes satisfaits tous presque du sens du mot beau, belle, délicieux, à titre d'exemple, mauvais. Hein. Nous sommes satisfaits de ça. Mais de manière philosophique, quand on remet en question ces concepts-là, on se rend compte qu'on a besoin quand même de combler cette lacune. C'est que le sens, bien que nous veuillions ou non, le sens constitue vraiment un fossé, une sorte d'abîme, comme a dit Nietzsche, c'est-à-dire qu'il faut combler ça, et on n'arrive pas. Et c'est que ce qui a porté Ducrot, et ça on l'a discuté ensemble dans notre cercle, vous savez très bien, oui, Ducrot a dû en fin de compte à dire, écoutez, on va poser le sens, on va chercher le sens dans le discours. Ça veut dire quoi? Dans le signifiant. Et dans le signifiant, c'est important. C'est-à-dire que ce sont les enchaînements de discours des mots qui donnent ces enchaînements d'autres signifiants. Alors, oui, mais le problème, c'est que cette face qu'on étiquette de sens reste toujours obscure et que nous essayons de comprendre le monde avec notre raison. Et c'est pour cela nous sommes satisfaits même de cette illusion qu'il y ait quelque chose qui s'appelle sens. Que oui, les psychologues disent, eh ben là, ici, il y a une solidarité entre mais les SEM, c'est quoi? Ce sont les signifiants, sont les signifiés des signifiants. Mais oui. ce sont les signifiants qui complotent ensemble, qui conjurent. Ils élaborent un complot pour nous faire tomber dans ce piège qu'on appelle sens. Oui, De toute manière, parce qu'en fait, Derrida. on ne peut pas nier l'existence du logos. Toujours pour nous, il y a toujours un référent. Il y a un logos. On peut pas réfléchir du mot sens sans un référent. Derrida Oui, veut qu'on supprime ce référent et qu'on fait une. Der- Oui, Derrida n'a pas nié le logos. Derrida remet en cause le la mécanisme du référence. logos. Oui, Alors, C'est-à-dire, elle dit c'est un mécanisme qui repose sur la binarité. C'est-à-dire que oui, vous cherchez le sens d'un pôle, vous tombez sur l'autre pôle contradictoire. Alors, si vous voulez maintenant définir le sens du pôle contradictoire, il vous renvoie au premier pôle. Donc, on est comme un ballon. Vous voyez? Et ça, c'est le problème de Logos. Mais il n'a pas nié, il est là, ce mécanisme. Mais ce mécanisme doit être remis en question. De oui. toute manière, quand j'explique un philosophe, cher Doha, je dois me mettre dans la peau de ce philosophe pour être clair. oui. Mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec Derrida. Ah, oui, voilà. Alors, je Merci, vous docteur Aïssa. remercie, Dr Aissam, je vous remercie, Dr Dohay, et pour clôturer notre très belle séance, je donne la parole à Dr Mona, puis à vous, Dr Aissam, et on clôture cette séance pour une nouvelle rencontre, Inch'Allah, très prochainement. Oui, Dr Mona, à vous la parole pour clôturer la séance. Dr Mona Safin. Je vous en prie. Vous allez ouvrir le micro, s'il vous plaît. Docteur Mona, vous pouvez ouvrir votre micro? Votre micro pour vous écouter. Bien, je vous remercie, chère Nivine. Je Monsieur Assam
heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie le public et bonne soirée. Merci, cher professeur Dr. Mona Safen, et je remercie infiniment le réseau Tartawi par sa présence et sa collaboration avec nous, Alexandre e-Learning Club, et à vous la parole, professeur Essam. Docteur Neville, je vous remercie du fond du cœur et je remercie tous les invités. Vous m'avez honoré de votre présence et de vos questions. Et j'espère toujours vous retrouver peut-être pour... on parle d'autres philosophes, pourquoi pas, simplement vous n'avez qu'à fixer une date et je serai toujours à votre disposition. Enfin, je suis passionné, mordu par la philosophie. Et Bien, passez une excellente soirée. Merci, cher professeur Essam. Je salue tout le monde, nos professeurs, nos doyens, nos vice-présidents. Et vraiment, je suis très honorée aussi par la présence de nos étudiants et la présence de Dr. Shadia Soussi, professeure éminente, département d'anglais, qui vient aujourd'hui célébrer avec nous la fête à la francophonie. Je remercie nos amis algériens et arabes et français, et les universités, différentes universités de l'Égypte. Haïi Nawartouna. Et bonne soirée. Et très prochainement, comme nous a promis Dr. Essam, alors au mois prochain, nous avons une rencontre philosophique, Inch'Allah, mais je vous souhaite aussi bon Ramadan. Suivez-nous, on va changer les horaires pour Ramadan, ça sera Inch'Allah après le iftar. Bon week-end et bon Ramadan. Au revoir.